J'ai reçu les nouveaux paquets. Donc c'est une nouvelle vidéo d'unboxing pour la Putothèque. J'en ai deux. Et pourquoi je suis ici? Parce que c'est un endroit où on peut être tranquille, où je me prépare à faire face à l'épidémie de coronavirus et l'épidémie de stock de PQ bien entendu. Et j'en profite du coup pour vous donner un truc de pute, parce que je pense que c'est important que vous sachiez en fait que quand on porte des porte-jartelles comme ça, qui peuvent être très sexy, hein, le truc de pute, c'est que la culotte, elle est toujours par-dessus le porte-jartelle, comme ça. On peut l'enlever comme ça, hein. On peut descendre la culotte, on n'a pas besoin d'enlever le porte-jartelle à chaque fois. Je pense que c'était important que vous soyez au courant de ce genre de choses, voilà. Et une fois que c'est fait, ben, hop, le but, c'est quand même pas de me faire censurer de YouTube ou des autres réseaux sociaux, hein, parce que c'est déjà fait. Hein. Merci LinkedIn, merci Instagram. LinkedIn sur lequel je me réseautais avec la prévention VIH, hein, mais parce que bon, une pute qui existe, c'est une pute qui racole. Voilà. Ça s'appelle la stigmatisation. Bon, allez. Et ce premier bouquin, c'est un bouquin pas tout à fait pute, en fait. Ça s'appelle Chez l'Espérance. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que Jeanne Cordelier, c'est une autrice qui s'est fait connaître pour un premier bouquin qui s'appelle La Dérobade. Et La Dérobade, c'est une histoire vraiment de survivante de la prostitution qui a été publiée, je crois, dans les années 70. Et moi, je l'ai découvert en fait dans un colloque sur la littérature et le travail du sexe et la prostitution qui a eu lieu à Nanterre. Donc, Muscan, non, c'est pas le temps de jouer. Mumu, va jouer. Allez, bon, voilà. C'était le grand superviseur des chiottes. Il aime pas quand on... Il aime surtout pas quand je ferme la porte. Mais là, si c'est ouvert, c'est bon. C'est juste qu'il rapporte le papier pour qu'on avance. Ça fait chier. Jeanne Cordelier. Elle était présentée en opposition à Xaviera Hollander, dont j'ai déjà reçu le bouquin dans le premier unboxing. C'est Happy Hooker. Happy Hooker, c'était la pute heureuse, celle qui aime son métier. C'était bref, plutôt moi en général, sauf quand je suis très fâchée contre les conditions de travail, contre la situation de mes collègues, contre la précarité, contre l'homophobie, la putophobie, toutes ces conneries. Voilà, donc Jeanne Cordelier, elle, c'est tout à fait le contraire, et c'est un discours qui est sorti à peu près à la même époque. Et elle, c'était la prostitution forcée, c'était vécu comme des viols, c'était où il y avait carrément des viols, donc c'était vu comme deux discours très opposés. Ça a été des écrits qui ont été vachement diffusés. Donc Jeanne Cordelier, elle a été traduite en plein de langues, elle s'est fait connaître comme ça. C'était une autodidacte, c'était une personne qui n'avait pas réussi à faire des études. Et elle est devenue écrivaine même. Et lorsqu'elle est devenue écrivaine, elle a fait, je crois, 13 livres ou un truc comme ça. Et j'ai découvert qu'un de ses bouquins, ça s'appelle Chez l'Espérance. Et du coup, je me suis sentie un peu visée. Et il y a une histoire de prostitution là-dedans. D'ailleurs de prostitution forcée, si j'ai bien compris. Mais l'Espérance, c'est un bar, un café-bar dans lequel où les gens viennent se rejoindre. Et en fait, c'est toujours ces histoires à Jeanne Cordelier sont toujours extrêmement dures, extrêmement tristes. On parle d'inceste, on parle de viol, on parle d'abus. C'est une vision du monde qui, je crois, moi en tant que personne qui veut défendre des droits des travailleurs, travailleuses du sexe, contraint ou non, je suis contre le travail forcé, bien entendu, et je veux pouvoir aider à l'abolir ce travail forcé. Mais je crois que c'est important d'entendre des discours qui me mettent mal à l'aise. Et je pense que les abolos, d'une certaine façon, les abolitionnistes, les personnes qui souhaitent abolir complètement la prostitution, il y a certains éléments de leur discours qui sont importants et qui doivent être entendus, qui doivent être dits, qui sont parfois inconfortables. Nous, on préfère se concentrer sur les droits, sur l'accès aux droits et aussi sur le pouvoir que les gens peuvent avoir pour changer leur vie, le pouvoir d'accéder aux droits, justement, de porter plainte, de se sortir de faire des choix, d'utiliser la prostitution comme une stratégie de survie. Ils agissent, ce sont des acteurs, des actrices. Et pour cette raison-là, en fait, nos pensées s'opposent. Mais c'est important quand même d'entendre ces discours-là pour mieux justement articuler la défense des droits selon moi. Et aussi entendre des récits qui correspondent pas du tout à ce que je vis. C'est ce que je fais quand je fais des maraudes en bord de route avec l'association Aide. Je rencontre des femmes roms, des femmes nigérianes, des ghanéennes, des camerounaises, en van, des gens avec des papiers, des gens qui en ont pas. On a toutes des situations différentes et pour mieux défendre les droits, je pense qu'il faut vraiment
savoir s'écouter, savoir dialoguer, savoir chercher en fait ce qui va protéger les plus précaires, éventuellement le plus grand nombre, et peut-être permettre à toutes celles qui ne souhaitent pas être dans ce milieu ou exercer cette activité de le quitter. J'ai aussi commandé La Dérobade, je vais lire vraiment plus son autobiographie, mais ça c'est une fiction et je trouvais ça trop bien tombé en fait. Muscade, arrête! Tu fais quoi là? Ça suffit! Bon, désolée. Là c'est un paquet avec 2 livres dedans de ce que je vois. Wouhou! Ah, il est épais ce livre, je pensais qu'il était vachement moins épais. Alors, ça s'appelle L'échange économico-sexuel. Bon, c'est un livre donc de sociologie, d'anthropologie, féministe, du travail sexuel, de l'échange économico-sexuel. Et en fait, j'avais parlé dans la première vidéo aussi de Catherine Deschamps. Elle est très souvent citée et du coup j'ai voulu voir quand je trouve quelqu'un qui est cité par des sources que je considère fiables. Je vais voir souvent dans les bibliographies des bouquins que j'achète pour voir s'il n'y a pas des suggestions, des livres qui reviennent avec des titres intéressants, etc. Et donc, l'échange économico-sexuel, c'est un concept d'anthropologie qui a été théorisé par Paola Tabet, une anthropologue italienne, qui a fait vraiment un terrain anthropologique, notamment, il me semble, Kenya, Ouganda, Corée et puis Italie. Il me semble un petit peu France, mais je suis pas tout à fait certaine de ce que j'avance. Et dans les années 80, elle a parlé de l'échange économico-sexuel pour essayer de définir en fait ce qu'est la prostitution dans toutes les cultures. De sortir peut-être l'émotion, l'insulte, le vécu individuel. On va essayer de trouver en fait un modèle qui représente ce que ça veut dire. Moi j'ai déjà lu Paola Tabet, La Grande Arnaque, qui est en fait le bouquin phare pour théoriser sur l'échange économico-sexuel. C'est des regards croisés d'à peu près, je crois, une quinzaine de chercheurs sur l'échange économico-sexuel, transactions sexuelles et imbrication des rapports de pouvoir. On parle notamment, en fait, dans l'échange économico-sexuel, du continuum entre le mariage, qui est un échange économique, hein, c'est une alliance entre 2 individus, et sexuel, parce qu'on suppose que le mariage va servir à la procréation et donc aussi à la reproduction et donc à la sexualité au sens plus large. Muscade! Échange économique-sexuel et continuum, la valeur de l'argent dans les maisons closes de Bolivie. Regard croisé sur la sexualité prémaritale et la prostitution au Mali. La clandestinité comme stratégie sur la sexualité transactionnelle à Dakar. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Hop, ça suffit. Alors, ce qui est intéressant avec ce bouquin, c'est que donc on a une vingtaine de perspectives, des analyses de comment ça a été, ça peut être appliqué à travers le monde. Donc c'est pas juste finalement de dire voilà c'est comme ça que ça se passe en Europe, en France, mais c'est aussi de penser d'un point de vue global les mouvements des travailleurs du sexe à travers le monde, mais aussi les conditions du travail du sexe et comment c'est représenté par les populations. À partir de quel moment est-ce que avoir échangé du sexe contre quelque chose est acceptable ou non dans une communauté, que je voulais pousser ce concept plus loin, qui est quand même un concept de base dans l'anthropologie, la sociologie de la prostitution. Et il reste un bouquin, donc allons-y, allons-y. Ah ben, ah ça c'est de l'occasion, hein. Il est un peu plié. Alors ça va être de la lecture, mais je pense que si j'étais dominatrice, je ferais lire ce bouquin. Est-ce qu'on arrive à voir? Prostitution et politique européenne pour une approche anthropologique du droit. Ce que ça va être vraiment... Ouais. Même si ce bouquin il est un peu vieux, hein, il date de 2007 je crois, 2006 ou 2007, donc avant la loi de pénalisation du client qui a bientôt 4 ans. Mais à cette époque, le modèle suédois avait déjà été mis en place, je crois qu'il date de 1999. Le modèle suédois, donc de pénalisation des clients, ce qui est devenu le modèle nordique. Il y a une grosse tendance en ce moment pour que, au niveau européen, on aille vers une pénalisation des clients, vers ce modèle qui dit dépénaliser les travailleuses du sexe, mais qui en fait les repénalise de plein d'autres façons. Moi j'ai envie de suivre et de vulgariser ce qui va se passer à la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a 262 travailleuses du sexe, travailleurs du sexe en France, dont la moitié sont étrangères,
et qui ont choisi d'attaquer la France à la Cour européenne des droits de l'homme, d'attaquer la loi de pénalisation des clients. Dans le droit international, moi j'en ai fait un petit peu dans une autre vie, il n'y avait pas de droit européen malheureusement, mais voilà, dans le droit international, on est censé épuiser tous les recours à l'intérieur d'un pays pour être en mesure de passer à l'échelon supérieur, c'est-à-dire les traités et les chartes qu'ont signé les pays, les Nations Unies, toutes les entités, et là la Cour européenne des droits de l'homme, de voir les politiques européennes, de voir d'autres modèles dans d'autres pays, tout ce qui est l'approche légale, je pense que ça peut mieux m'outiller pour pouvoir ensuite en reparler, que ce soit aux collègues en bord de route, que ce soit à vous. Bref, ça va être une lecture passionnante, c'est un peu plus court et un peu plus succinct, et le droit c'est peut-être pas ma lecture préférée. J'avoue que moi je préfère de loin la sociologie, l'anthropologie, je préfère essayer de comprendre le monde, l'organisation, et j'aime beaucoup l'histoire des luttes, parce que ça me rappelle, ouais, je m'inscris à l'intérieur d'un mouvement, quoi. Je suis pas toute seule à penser comme je fais, je suis pas toute seule à réfléchir sur ma condition et à essayer de me battre pour des droits. Donc c'est super important de tirer des leçons de ce que les autres ont dit. Mais ça, je me répète. Du coup, sur ce, je vais aller me protéger contre le coronavirus. Et puis, je vous dis à la prochaine.